Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour les débats. On est ensemble pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Aujourd'hui, Éric Verhaeghe, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie. Bonjour. Geneviève Gotzinger est avec nous, présidente de l'agence Image avec Bonjour. 2G. Vous êtes communicante. Et Thomas Porte, bonjour, vous êtes conseiller politique et vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Donc la campagne de vaccination démarre dès la semaine prochaine. Êtes-vous prêt à vous faire vacciner? Faut-il un passeport vaccin? Alors on va revenir sur cette déclaration, un passeport qui vous permettrait, si vous êtes vacciné, d'aller au restaurant. Et puis cette déclaration du maire de Valenciennes, faut-il supprimer les aides sociales pour les familles de délinquants? Hier soir, le maire de Poissy également y était favorable. On en parlera avec vous. 0826 300 300. Petit tour de table de vos coups de cœur, de vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Virginie Leguet. Alors moi, pour une fois, c'est un coup de cœur. Ouais. Je voulais féliciter Imad Conso, qui est professeur infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, que j'entends régulièrement depuis des semaines, comme nous tous, et que je trouve toujours pondéré, raisonnable, souriant, et d'une ligne assez constante, contrairement à beaucoup d'autres dont je ne comprends pas toujours les revirements. D'ailleurs, eux-mêmes ne les assument pas toujours. Donc voilà, je ne le connais pas particulièrement, mais à chaque fois que je l'entends, je le trouve extrêmement agréable, et j'imagine qu'il en est de même pour les Français qui ne savent pas toujours à quel saint se vouer, si je peux utiliser cette expression. Oui, il y a une autre femme, moi, que je trouve assez cohérente et qu'on a eu plusieurs fois sur Sud Radio, qui est Catherine Hill, qui n'a pas varié d'un centimètre, d'un iota de ce qu'elle disait au mois de mars, c'est-à-dire que le gouvernement faisait fausse route dans le dépistage, et elle dit la même chose, et elle dit que ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait, et elle est assez convaincante dans ses arguments, mais c'est vrai qu'il y a tout un nombre de médecins qui sont oui, il y en a beaucoup, mais il y en a qui sont plus convaincants, qui semblent plus raisonnables que d'autres. Voilà. Geneviève, vous, c'est un coup de cœur? Oui, enfin c'est un coup de blues pour Roselyne Bachelot, la pauvre. On se demande où elle est passée. Enfin, j'éprouve un peu de peine pour elle. Ce matin, je l'ai entendu dire une phrase: ma parole n'a pas assez de force vis-à-vis de la souffrance. Ouais. Et bon, voilà, ça traduit l'état dans lequel elle se trouve, elle, finalement. On ne l'écoute pas, sa parole ne porte pas. Il y a quelques semaines, elle a été rajoutée à la dernière minute à une conférence de presse. Elle perd tous ses arbitrages, elle est finalement totalement inaudible. La culture est la grande sacrifiée de cette pandémie, c'est très clair, et c'est quelque chose quand même de douloureux, parce que la culture, c'est une part de l'âme française, très clairement. Si en France on parle d'exception culturelle, si en France il y a ce système d'avance sur recette pour les films, tout ça, c'est parce que la culture, c'est en France quelque chose d'un peu différent dans les autres pays en réalité. Et finalement, la culture... Mais c'est partout pareil quand même. Enfin, c'est ce que disait Jean Castex l'autre jour. Il disait, citez-moi un seul pays où il y a des musées, des cinémas et des théâtres ouverts en Europe. Sauf que la culture, comme la laïcité, comme un certain nombre de choses, la culture, c'est partie intégrante de l'identité. Sauf que le virus, il ne cherche pas à savoir si vous êtes français, allemand, espagnol ou norvégien. Vous pouvez aller à l'église, à la mosquée. Pardonnez-moi, c'est des choix politiques. Mais on a fait ce débat tous les jours, je crois, sur la culture. Je suis d'accord avec vous sur l'absurdité des images qu'on voit, on le répète tous les jours, du métro, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pourquoi pas les restaurants, pourquoi pas, enfin tout le monde est concerné par ce virus, et que la culture n'échappe pas à ça. Encore une fois, il a été démontré qu'il n'y avait jamais eu aucun. Non, il n'a pas été démontré. Il n'a rien pas été démontré ce matin. Il n'a pas été démontré à l'inverse. Non, c'est l'Institut Pasteur dit le contraire. Ce matin, il y a l'Institut Pasteur qui rend. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de. Personne n'a dit oui et non. Je défends personne. Je trouve ça abominable qu'il n'y ait pas effectivement de cinéma, de théâtre. Le monde de la culture représente plus, mais en termes d'argent que ce que représente l'automobile. C'est une catastrophe absolue. C'est juste une question d'argent. C'est une question d'identité d'un pays et de philosophie. C'est pas juste une question d'argent. S'habituer à vivre son culture sur le long terme est quelque chose qui me paraît gravissime. Voilà.
Oui, mais comment faire quand le nombre de malades réaugmente dès que les lieux, comme bien sûr les théâtres et les cinémas, mais les cafés, les restaurants sont ouverts? Comment faire? Moi, je vais énormément au théâtre, j'y suis retournée quand ils ont été ouverts. Je suis extrêmement frustrée de ne pouvoir y aller et je mesure le désespoir de tous ceux qui travaillent dans le secteur. Mais c'est pas parce que c'est une particularité française qu'il faut autoriser chez nous ce qui est interdit ailleurs. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Valérie Expert. Le virus ne cherche pas à savoir quelles sont les particularités de chaque pays. Il circule très activement et chez nous encore. Donc il faut prendre un maximum de précautions. Je conçois le désespoir, encore une fois. Moi-même, j'y vais extrêmement régulièrement. Mais je ne vois pas comment vous pouvez justifier que parce que c'est chez nous, ça doit rester ouvert. Alors, Thomas Porte, vous en pensez quoi de ce débat? Je pense qu'effectivement, Roselyne Bachelot, elle subit les mêmes sorts que la culture, elle est sacrifiée, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus, mais on a quand même du mal à comprendre que ce soit pas aujourd'hui un secteur qui soit réouvert, à la fois parce que c'est une exception culturelle et que dans ces moments-là, les Françaises et les Français ont besoin d'un espace culturel, d'un espace pour s'aérer l'esprit, pour réfléchir. Mais moi, j'interroge quand même parce qu'on nous fait... dire que le virus circule partout, mais ça dérange personne que les grands magasins soient ouverts le jour du Black Friday avec des queues qui s'agglutinent sur les trottoirs. On est d'accord. Donc c'est aussi ça qui interroge. Il y a aussi effectivement le fait que ce soit une exception culturelle, que ça ne réouvre pas, et qu'on nous explique que le virus circule, mais il y a d'autres secteurs de la société, on nous dit il n'y a pas de problème, allez-y. Donc c'est aussi ça. On est d'accord. Ce que je veux dire, ça révèle un manque d'anticipation du gouvernement aussi, je crois, derrière. C'est dans la théorie, c'est-à-dire mais pourquoi les restaurants et pas les coiffeurs? Pourquoi les les restaurants, ils sont bien sacrifiés aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde va réclamer en disant que la gastronomie française est une particularité et qu'il faudrait... Ce qui est vrai, absolument. Éric Verhaeghe, un avis sur la question? Oui, je note quand même, mais je pense que ce sujet peut prêter, donner lieu à des débats interminables. Je note juste que face au risque de mourir, puisqu'en réalité, si on se confine, c'est pour éviter de mourir, je note juste que face au risque de mourir, notre société, comme un seul homme, ou presque, trouve que le besoin fondamental, c'est d'aller consommer dans des magasins, parfois farfelus, et pas de combler notre vie spirituelle, ou alors de le combler en regardant Netflix. Ce qui est en soi une illustration probablement d'un problème de l'Occident aujourd'hui, c'est qu'on est allé tellement loin dans la minoration de l'esprit. C'est vrai. On est tellement loin dans la majoration des choses matérielles. De la consommation. Oui, complètement. Déraisonnée d'ailleurs, puisque vous savez, s'acheter un téléphone par an, ça n'a pas de sens. Je pense qu'on a une société malade aussi parce qu'elle ne sait plus de quoi elle a réellement besoin pour vivre. Et moi, je pense que l'esprit est au moins aussi important que le corps. Pour mener une belle vie. Mais on est totalement d'accord. Et encore une fois, on a commenté ces images absurdes de l'inauguration de la ligne à Saint-Denis, où il y avait comment on peut imaginer aller inaugurer une ligne de métro avec autant de monde? C'est l'absurdité, c'est l'incohérence qui porte. Voilà. Cela dit, excusez-moi, je vous coupe là-dessus, Eric, mais il ne faut pas non plus minorer la souffrance réelle des gens qui habitent la banlieue nord et qui doivent tous les jours ce que je voulais dire, c'était une inauguration. Surtout s'ils empruntent la ligne 13. C'était une inauguration en grande pompe, quoi. C'était ça ma remarque. Thomas Porte, vous, c'était un coup de cœur? Effectivement. Mon coup de cœur, moi, c'est pour les salariés aujourd'hui de l'énergie et du gaz qui sont mobilisés contre un projet qui s'appelle le projet Hercule, qui va démanteler le service public de l'énergie en découpant EDF en 3 entités. On a connu ça chez GDF. Alors qu'aujourd'hui, la crise, elle met en lumière le fait qu'on ait besoin d'avoir une maîtrise publique sur ces outils qui sont essentiels. On est quand même dans un pays où on a 13 millions de précaires énergétiques, où on a une facture d'électricité qui explose chez les ménages de 30% sur les 10 dernières années. Et on va détruire ça pour des questions de rentabilité, parce que c'est toujours la même recette qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on va quelque part nationaliser les pertes et privatiser les profits, parce qu'il y a quand même dans la 3e branche qui va être ouverte aux capitaux privés, c'est Enedis, qui rapporte chaque année 400 millions d'euros de dividendes dans les caisses d'EDF, et c'est ça aujourd'hui que les actionnaires visent. Donc c'est un scandale absolu, et je me félicite qu'il y ait une très large mobilisation, notamment des élus de tous bords politiques, qui disent qu'aujourd'hui, il doit y avoir une maîtrise publique, y compris dans les collectivités, sur cette question qui est centrale, parce qu'on peut avoir demain la question de l'accès à l'électricité. Quand vous êtes au milieu de la campagne, vous habitez à Paris, aujourd'hui vous payez le même prix, parce qu'il y a le système de péréquation nationale. Demain, en ouvrant des opérateurs privés, on sait que ce ne sera plus le cas. Donc il y a un véritable danger. Donc je crois qu'il faut soutenir cette mobilisation et accompagner les gens qui défendent quelque part le bien commun et une entreprise historique du patrimoine des Français. Alors, Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur, un coup de gueule? Je vais quand même répondre à ton rapport, en rappelant quand même que EDF compte un actionnaire important qui s'appelle l'État.
qui de fait se comporte comme l'un des actionnaires les pires que le capitalisme ait inventé. C'est-à-dire que s'il y a bien des gens en France qui sont obsédés par la rentabilité d'une entreprise, sont les actionnaires d'État, ou l'État actionnaire. Et je ne l'entends pas protester contre les milliards que ça rapporte aux contribuables. Alors, moi, mon coup de cœur, il va quand même aujourd'hui aux militants de la démocratie à Hong Kong. Je souhaitais en parler parce que personne n'en parle. Tout le monde est obsédé par le virus. Et pendant ce temps-là, le monde continue et notamment la Chine est en train de supprimer toutes les libertés qui subsistaient à Hong Kong de façon totalement... Quelques libertés qui subsistaient. Quelques libertés qui subsistaient de façon totalement ahurissante. Alors, je veux dire, ça se fait... Sous couvert de Covid. Sous couvert de Covid, on accepte un autoritarisme absolu et aujourd'hui, en réalité, les derniers démocrates de Hong Kong sont en train de se préparer à s'exiler. Et je voulais quand même rendre un hommage à leur combat parce qu'il n'est pas évident et dire quand même aux Français qui nous écoutent, attention, parce que ce qui arrive en Chine peut très bien nous arriver à nous. Et les états d'urgence, ça sert à plein de choses. Et notamment, on voit bien qu'à Hong Kong, la Chine a curiassé, comme on dit, les libertés. C'est-à-dire que petite tranche de saucisson par petite tranche de saucisson, elle a fait reculer les libertés jusqu'à imposer un régime totalement chinois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opposition viable. Nous sommes loin de la Chine, non? Pardon, Eric, nous sommes très loin de la Chine. On est un peu loin de la Chine, mais il faut pas les gens. J'adorerais le dire sereinement. Je dis juste que chaque tranche de liberté qui nous est retirée est un pas de plus vers l'oppression. Il ne faut jamais l'oublier. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous, avec l'info du jour, le président de la République donc, qui est positif au Covid et le Premier ministre qui va s'isoler. Allez, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans le 10h midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis avec Éric Vérac, entrepreneur, fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Virginie Leguet, chef adjoint au service de Paris Match. On va parler de Paris Match aussi parce qu'il y a un papier absolument fascinant sur les vaccins. Donc on en dira un mot, un papier économique, mais qui nous apprend par exemple que la France a confié, je vous le dirai tout à l'heure. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, vous êtes communicante, et Thomas Porte, conseiller politique, et vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Moi, je voulais dire un mot pour... alors, vous, c'est la culture, moi, c'est les restaurateurs, j'ai beaucoup d'amis dans le secteur, des petits, des grands, et le chômage partiel n'a pas été payé aux restaurateurs. C'est-à-dire que, et ça doit être le cas pour pas mal d'entreprises, c'est-à-dire que le patron paye ses salariés, le Pôle emploi complète, mais après, les entreprises sont indemnisées. Et depuis le mois de septembre, ils n'ont pas été indemnisés. La plateforme qui gère ça est en réparation, ne fonctionne pas. Et donc, certains restaurateurs m'ont dit, moi, si en janvier, on n'a toujours rien reçu, j'arrête de payer mes salariés. Je veux dire, on annonce des choses, sauf que ce n'est pas suivi des faits. Thomas Porte, je vous vois pas étonné. Je ne suis pas étonné, là, ça prêterait presque à sourire si la situation n'était pas aussi grave pour ces gens-là, mais c'est dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est-à-dire une succession d'annonces qui sont aléatoires, qui ne répondent à aucune stratégie, où des dispositifs ne marchent pas. On a eu le fiasco, on l'a dit ici, des masques, des tests. Maintenant, on a celui-là où on annonce effectivement les restaurateurs, ils provisionnent quelque part, donc ils disent qu'ils vont être aidés par l'État, et puis finalement, il n'y a rien qui marche avec une plateforme qui est quand même en panne. C'est quand même un dispositif. Hier, elle était en panne hier, c'est ce que m'ont dit des restaurateurs, mais de toute façon, ils ne sont pas payés, il y a du retard parce qu'il y a eu un bug. Bien sûr, mais c'est quand même problématique parce que c'est des gens qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de rentrée du tout, parce que là, eux, ils sont totalement fermés. Donc derrière, ils comptent quand même sur l'État. Et aujourd'hui, l'État n'est pas à la hauteur. Ce chômage partiel n'a pas été payé, en tout cas pour certains d'entre eux. Si vous êtes restaurateur et que vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez nous appeler pour nous le dire. Et puis les assureurs, moi, si je peux remettre aussi un petit coup, qui font des grandes pages de pub en disant on est solidaires. Ils sont solidaires, sauf qu'ils disent que l'épidémie n'est pas une pandémie et qu'ils n'indemniseront pas les restaurateurs. Et là, il y aura des contentieux énormes. Et pareil, c'est appelez-moi quand vous avez besoin de rien, quoi. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Eric, non, vous avez un commentaire à faire? Sur les assureurs, quand même, je glisse au passage que nous avons appris hier soir que le directeur de cabinet d'Édouard Philippe, lorsqu'il était à Matignon,
vient d'être recruté par un assureur. Ouais. Et là, on se dit quand même, je ne comprends pas comment politiquement on peut soutenir ce genre, à long terme, ce genre de comportement, si vous voulez, puisque je ne comprends pas ce que les Français peuvent comprendre lorsqu'ils se disent, mais le gars qui était chargé de négocier avec les assureurs l'indemnisation des restaurateurs, il vient d'être recruté par un assureur. Ça sème le trouble. Ouais. Maintenant, je pense, enfin, il faut le redire, on a aujourd'hui un problème, c'est que l'État ne fonctionne pas. Et c'est pas, oui, c'est ça. Parce qu'il y a des décisions politiques compliquées qui sont mal prises. C'est que les fonctions fondamentales du service public ne sont plus assurées par les fonctionnaires, qui sont chaque année plus nombreux pour le faire, chaque année mieux payés, et chaque année plus incompétents. Mais c'est ce qui a été expliqué. C'est ce qui a été expliqué aux restaurateurs qui sont allés à Bercy ou qui ont contacté Bercy. On leur a dit ah oui, il y a un bug, ça n'a pas suivi, ça n'a pas été lancé, Moi, j'ai entendu ça sur les allocations pour garde d'enfants. C'est-à-dire que tous les gens qui emploient des salariés pour garder leurs enfants sont soumis à la même difficulté, c'est qu'ils sont tous employeurs clandestins parce que la CAF ne fait plus les déclarations. Et donc, si vous voulez, il y a un problème, c'est qu'il faut préparer une grande reprise en main du service public, et je pense qu'il faut d'abord préparer un plan social et virer tous les nuls sans mollir et sans état d'âme, parce que c'est insupportable de payer des impôts pour faire vivre des gens qui ne bossent pas. Éric, ça faisait partie des promesses d'Emmanuel Macron de remanier l'organisation de l'État, et moi je vois avec beaucoup j'allais dire de désespoir, en tout cas de découragement, que non seulement il n'a rien fait, mais qu'il n'a rien fait, y compris pendant les périodes de grande urgence, comme celle que nous vivons depuis un an, où, je le rappelle, le système de santé qui est extrêmement fragile. Et d'ailleurs, Salomon est toujours là, c'est incompréhensible. Nous vivons sous la variable d'ajustement de ce que peut supporter le système de santé, et les lits ont continué à fermer entre les confinements, les décisions d'économie ont continué à être prises, et finalement, il y a une forme de démission du pouvoir politique face à la toute-puissance de cette administration. Je rappelle qu'il y a une poignée de hauts fonctionnaires qui sont extrêmement puissants et extrêmement bien payés, et qu'ils sont toujours bien en place, et que c'est eux qui, en général, freinent, ralentissent, pour ne pas dire... le pas de vague. Immobilisent. Non, c'est bien plus que le pas de vague. C'est les deux pieds sur le frein. Tant qu'on peut résister à verser de l'argent, à creuser les déficits ou à vider les caisses de l'État, on le fait de toutes nos forces. Et sauf quand il s'agit de leur prime. Bon, allez. Peut-être. Et tant pis si les ordres politiques viennent, parce qu'eux, finalement, ils se disent bon, ben, nous, on est restés là depuis 20 ans, la politique, les hommes politiques vont changer, c'est nous les plus forts. Et je trouve que ce rapport de force est extrêmement inégal, et qu'Emmanuel Macron a lâché sur cette affaire qui était fondamentale. Alors, le breaking news sur toutes les chaînes d'infos, c'est Emmanuel Macron positif au Covid, à la Covid, le Premier ministre qui, lui, va s'isoler également. Donc, ça vous fait énormément réagir. Certains, vous êtes plutôt moqueurs pour certains d'entre vous, mais c'est effectivement partout. Alors, est-ce que je voyais des tweets assez drôles qui disaient est-ce qu'il va se faire remonter les bretelles par Jean Castex? Attendez, je vous dis quelques tweets. Emmanuel Macron, alors c'est Florian Philippot, Emmanuel Macron positif au Covid et il va bien, c'est le communiqué de l'Élysée. Olivier Véran va lui reprocher de s'être relâché. Richard Ferrand lui dira-t-il qu'il n'a pas fait attention autant que nécessaire, comme il le reprochait le 29 octobre dernier. Emmanuel Beretta Dupont dit on fait des soirées à 27, on y passe la nuit, on oublie les gestes barrières et on attrape la Covid-19 à Bruxelles. Ce petit garnement de Macron qui n'avait pas rempli son attestation avant de se rendre au Conseil. Voilà, il faut tester tous les dirigeants UE et leur équipe. Parce que là, c'est vrai que Emmanuel Macron positif avec des symptômes. Il s'est fait tester parce qu'il avait des symptômes. C'est pas un test de routine. Ça veut dire que y a beaucoup de gens qui aujourd'hui doivent se dire qu'ils sont cas contact. Geneviève Götzinger, tous les gens qu'il a croisés ces derniers jours. En plus, on a quand même vu. Dont vous, Virginie? Non, je dis tout le monde doit se dire et moi, je l'ai d'accord, pardon, j'ai compris dont moi. Donc, non, pas du tout. Pardon, Geneviève, je vous ai interrompu. Non, mais c'est vrai qu'il voit énormément de monde. On l'a vu à plusieurs reprises, d'ailleurs, Emmanuel Macron, pas toujours avec son masque. Moi, je me souviens de cette scène dans les Hauts-de-France où Xavier Bertrand a été le seul à garder le masque. Il avait refusé de l'enlever en présence de tout un aréopage, dont notamment Emmanuel Macron sans masque à quelques
voilà, très très proche de lui à l'époque. Bon, ça avait fait un petit peu sourire, mais il avait raison. Alors, c'est vrai que c'est pas le premier dirigeant politique et le premier chef d'État. Les autres s'en sont bien remis. On lui souhaite évidemment une guérison rapide. Il est jeune, mais alors certains y voient une stratégie pour encourager les Français à se faire vacciner. Tiens. Je pense qu'Éric Vérac pense ça. Non. Franchement, les complotistes ras-le-bol. Oui, mais ça, je peux vous dire qu'il y en a plein la toile. Il y en a plein la toile. Que vous me disiez. Je ne sous-entends pas que vous êtes complotiste, cher Éric. J'ai le dos large et vraiment, il faut plus que ça pour que. Qu'il y ait peut-être une stratégie de Macron pour ne pas se faire vacciner, parce que peut-être que comme moi, il a peur des piqûres. Ça, je ne l'exclus pas. Éric, on peut l'avoir plusieurs fois. Manifestement, on peut l'avoir plusieurs fois cette maladie, donc ça ne remet rien en cause par rapport à la vaccination d'Emmanuel Macron. Donc, non mais attendez, moi Valérie me soupçonne de faire une fixette sur les vaccins, ce qui n'est pas mon cas. Pas du tout. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en effet, d'abord on voit que on a beau donner toutes les leçons de morale du monde, ça n'empêche pas de faire circuler le virus et ça n'empêche pas d'être malade. Et la première chose que je constate, c'est qu'en plus j'ai la faiblesse de croire, contrairement à ce que vous disiez Valérie, que Emmanuel Macron n'approche pas tant de gens que ça dans la journée. Je pense que c'est une fonction extrêmement solitaire et je pense que c'est une fonction qui est extrêmement à distance des autres. Son agenda était très rempli ces derniers jours. Il y a des gens il reçoit à l'Élysée, il était effectivement à Bruxelles. Mais on voit bien que même en étant dans un univers plutôt protégé, on peut tomber malade. Donc, absolument. Je crois que la première leçon à retenir, c'est qu'il faut un peu arrêter d'expliquer on tombe malade parce qu'on est en faute, ou c'est une punition divine que de tomber malade. En réalité, c'est comme ça, c'est la maladie qui circule. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est en effet de voir si jeune, il développe des symptômes virulents et dangereux, ou bien si finalement, il passe à travers, et ce sera l'occasion à nouveau de se dire, en réalité, le calcul vaccinal, pour revenir à votre question, il n'est pas évident. Que des gens soient exposés à des risques de comorbidité importants, se disent je prends le risque de me faire vacciner, je le comprends. Maintenant, est-ce qu'un gars de 40 ans, 42 ans, je crois qu'il a forcément besoin de se faire vacciner pour éviter d'avoir une maladie qui finalement peut s'avérer extrêmement bénigne, et à mon avis même plus bénigne qu'une grippe? La question est posée. Je crois que cette question-là, il faut la laisser être posée. C'est-à-dire que quel serait pour Emmanuel Macron le bénéfice coût-avantage, comme on dit, de la vaccination? Il n'est pas évident. On va voir. S'il fait un cas grave comme Boris Johnson, on aura la réponse. Il faut se faire vacciner. S'il passe à travers les gouttes, la question est ouverte. Alors, Françoise nous dit enfin quelque chose de positif chez lui. Et beaucoup doutent de la réalité de ce test positif, je vous le dis. Certains de nos auditeurs. On y revient dans un instant avec vous, 0826 300 300, puis on va parler de la campagne de vaccination également qui va commencer. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Éric Vérac, Virginie Leguet, Geneviève Götzinger et Thomas Porte. Donc le président de la République testé positif, ça vous fait beaucoup réagir, ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Catherine, une de nos auditrices, rappelle cette petite phrase de Richard Ferrand: si vous attrapez le coronavirus, c'est que vous n'avez pas fait aussi attention que nécessaire. Voilà, il va se le prendre, je pense, en boomerang. Donc c'est vrai que c'est ballot à quelques jours du démarrage de la vaccination. On va peut-être passer, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que Emmanuel Macron soit positif. On va passer donc à... sauf que ça dit que le virus reste extrêmement actif, y compris pour des gens qui sont censés se protéger, parce que j'imagine qu'il a un entourage médical qui doit toute la journée lui dire on fait ci, on fait comme ça, on fait ci, on installe en quinconce dans les réunions. Donc y compris des gens comme lui qui sont très entourés peuvent attraper ce virus. Et je trouve que c'est une assez bonne démonstration à quelques jours des vacances, de Noël et des rassemblements familiaux où tout le monde évidemment va avoir envie de se retrouver en famille. Mais c'est vrai. C'est ça. Alors après, certains vont vous dire que c'est fait exprès, mais bon. Enfin non,
non. Franchement, arrêtons avec les inventions de complot. Je ne vois pas l'intérêt qu'aurait le chef de l'État à inventer un test positif juste pour démontrer que le virus circule. Enfin, franchement. Alors, le Premier ministre et le ministre de la Santé ont détaillé hier le plan vaccinal français contre le coronavirus. L'objectif, c'est de débuter avant la fin de l'année. On nous a annoncé que ça commencerait la dernière semaine de décembre. La dernière semaine de décembre, si les conditions sont réunies, ça concerne 1 million de personnes. D'abord, dans les EHPAD, c'est une première phase qui devrait s'échelonner sur 6 à 8 semaines pour tenir compte du délai de 21 jours entre la première vaccination. Elle rappelle déjà autour de la table, autour de ce micro, est-ce que vous ferez vacciner, Geneviève ? Le plus vite possible. Dès que j'ai accès au vaccin, je me fais vacciner immédiatement pour retrouver ma vie. Voilà. Thomas ? Oui, moi aussi, par définition, je suis pro-vaccin. Donc, si tous les doutes sont levés et avec toute la transparence qui doit entourer ce vaccin qui va arriver, moi, j'ai pas de souci à me faire vacciner non plus. Ça sauve 2 à 3 millions de vies dans le monde d'enfants, par exemple, les vaccins. Donc, je crois qu'il faut pas être du tout sceptique sur la question des vaccins. Oui. Virginie ? Oui, moi, j'ai pas tellement d'inquiétude. Je rappelle à tous ceux qui s'inquiètent de ces vaccins qu'on dit nouvelle génération et qui s'appellent ARN messager, en disant ils ont été faits trop vite, ils ont été bâclés, ils ne sont pas sécures. Je rappelle que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur la table et parce qu'il y a eu énormément de cas dans le monde que tous les tests et toutes les étapes ont pu être franchies. Il est vrai qu'il y a des vaccins qui traînent depuis des années et qui ne sont toujours pas trouvés, mais là, il y a eu, disons, un investissement financier, probablement parce que chacun sait qu'il y aura des intérêts à la clé et qu'on va gagner beaucoup d'argent, puisque la planète entière va être proposée au vaccin. Il ne faut pas nier ça, mais malgré tout, ça ne dit pas que ces vaccins sont mal faits. Et je rejoins ce qui vient d'être dit, les vaccins ont sauvé des millions de vies dans le monde et il y a des pays qui se battent pour avoir des vaccins auxquels ils n'ont pas encore accès. On a de la chance d'être dans un pays où il y a beaucoup de vaccins obligatoires pour les enfants. Moi, j'ai fait vacciner tous mes enfants et franchement, je me suis trouvée très soulagée. Oui. Éric Verhaeghe, vous ferez vacciner ou pas ? Moi, je ne me ferai pas vacciner. Mais je ne fais aucun militantisme. Non, vous êtes trop jeune, Éric, c'est pour ça. C'est parce que vous êtes trop jeune. Attendez la perche. Je vais vous dire. Moi, que mon point de vue soit bien clair, parce que ce n'est en aucun cas un appel à ne pas se Non, mais c'est une question personnelle que je vous ai posée à vous et que je pose aussi à nos auditeurs. Systématiques. Et donc, il se trouve que le vaccin Pfizer n'est pas recommandé pour les gens qui ont des problèmes allergiques. Deuxièmement, moi, à titre personnel, et c'est une question de culture familiale, vous savez, ça fait 15 ans que je devrais prendre tous les jours un anticancéreux, que je ne prends pas, et je suis toujours vivant. Mais c'est voilà. Mais c'est pas pour une histoire de. Donc maintenant, vous si les gens ont besoin de se faire vacciner pour être rassurés, ou s'ils considèrent que c'est bon pour la santé. C'est pas une question d'être rassuré, c'est une question de c'est pas une question. Je ne cherche en aucun cas à imposer mes mauvaises pratiques. Non, mais vous dites l'automédication. D'accord, mais quand vous dites chercher à être rassuré, c'est au-delà de rassurer, c'est protéger. Enfin, le principe de la vaccination. Alors, je vais vous dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire que les vaccins, quelle est la durée d'immunité apportée par un vaccin. Au moins un minimum. Donc 3 mois. Donc voilà. En réalité. Non, je pense que les 3 mois, les avancées n'ont jamais été confirmées. 3 mois. Moi, j'ai lu dans la presse, peut-être même par image, alors, si vous l'avez lu. Pfizer, d'abord, le président de Pfizer ne se fait pas vacciner, tout de suite en tout cas, et ce qui est un mauvais message. Mais c'est ce qui a été déclaré dans Business Insider aujourd'hui. Il y a un article très bien fait sur le sujet. Deuxièmement, c'est comme les enfants de Bill Gates qui jouent pas, qui n'ont pas. Qui vont pas sur Google et enfin toute la Silicon Valley, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est ça ? Bon, et deuxièmement, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est en effet la durée d'immunité apportée par le vaccin. Ce que je n'ai pas compris. Donc moi j'ai lu, mais je ne peux pas vérifier cette source-là à l'instant et je ne peux pas dire que cette source était fondée. J'ai lu que l'immunité qui était apportée par le vaccin durait 3 mois. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on n'en connaît pas la durée exacte. Donc, ce que je n'ai pas compris,
et j'attends que le gouvernement nous éclaire sur ce point, c'est combien de temps dure l'effet du vaccin et donc combien de fois potentiellement il faut se faire vacciner par an pour apporter une immunité complète aux gens. C'est ça. Quand bien même ça durerait que 3 mois, ce serait toujours 3 mois de gagner face à un virus qui est quand même très virulent, persistant. Ouais. Et alors, Thomas, on va voir si Emmanuel Macron est à terre ou pas. Thomas. Il a 42 ans. Je crois qu'effectivement, il faut parce qu'on a quand même une espèce de... Vous avez évoqué tout à l'heure la théorie du complot. Il y a un dernier sondage qui quand même dit qu'un Français sur 2 regarde ce vaccin avec scepticisme. On est quand même un des pays d'Europe où le taux d'acceptation de la vaccination est un des plus faibles selon les derniers éléments. Mais il y a aussi quand même, quelque chose qui participe à ça, c'est l'opacité qui entoure les big pharma avec cet ultra secret. L'Union européenne a même refusé au début de donner le nom des labos à qui elle commandait les doses. Donc on est quand même sur ça. Donc il faut qu'il y ait une transparence totale. Et je crois qu'une fois qu'il y aura une transparence totale et que les Françaises et les Français verront ce qu'est ce vaccin, où c'est qu'il est fabriqué, comment, quels sont les effets, à mon avis il n'y aura pas de souci parce que ce soit 3 mois, 6 mois ou 12 mois d'immunité suite à un vaccin, face à un virus qui continue aujourd'hui de tuer, toutes les protections qui peuvent être mises à disposition du plus grand nombre, il faut qu'elles soient mises sur la table. Il y aura aussi derrière d'autres questions, parce que vous avez parlé de beaucoup d'argent. Effectivement, il y a des enjeux financiers énormes. Il y a la question qui est posée de la gratuité du vaccin, de l'accessibilité à toutes les populations sur la planète, parce qu'il y a aussi ça derrière. Donc il faut répondre à l'échelle internationale à ces questions-là. Mais il y a eu un problème de communication, Geneviève Götzinger. Non mais ça tient à ça. Il y a effectivement un complotisme en France, un complotisme partout à propos de ce vaccin. Mais en France, s'il y a une défiance peut-être supérieure aux autres pays, c'est aussi dû à la communication depuis le début de la pandémie. C'est fait stop and go, un peu sur tout, en fonction des pénuries. Bon, là, je trouve qu'on a très peu de doses, moi, en fait, de vaccins. Je trouve que 1,16 million, c'est extrêmement peu pour la première vague de vaccination. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ne soit pas en état de se faire vacciner suffisamment vite. Donc, je suis tout à fait en contradiction avec ce que dit Eric. Ma crainte est inverse. C'est que vous n'ayez pas... C'est qu'on n'ait pas de vaccin assez rapidement. C'est qu'on ait une pénurie de vaccins après avoir une pénurie de masques et une pénurie de tests. Voilà. Et que ça n'aille pas assez vite. Que ça n'aille pas... Oui, Eric. On est bien d'accord pour dire que l'essentiel du besoin, et je rejoins ce que vient de dire... C'est les personnes âgées. L'essentiel du besoin, il est dicté par la peur et le besoin de se protéger contre la maladie. Ce que je trouve tout à fait légitime. 50 000 morts, non ? Et je trouve que c'est un besoin légitime. C'est pas la peur, Eric. C'est pas la peur. Moi, j'écoute ce qui est dit. Voilà, j'ai besoin de me rassurer en me faisant vacciner plus vite. Attendez, on ne vaccine pas ces enfants contre la rougeole parce qu'on a peur de la rougeole. On les vaccine pour les protéger de la rougeole. C'est pas la peur, c'est pas ça le ressort. C'est la protection contre un virus qui circule très vite. Mais Eric, vous avez fait vacciner vos enfants vous-même ? Bien sûr. Alors, vous n'avez pas fait vacciner parce que vous aviez une question qui a été posée la semaine dernière. J'ai été très à l'aise pour faire le tétracoque parce qu'il protège contre des maladies qui sont réelles chez les enfants et réellement dangereuses. C'est très grave. Les 11 vaccins obligatoires qui ont été imposés par Sanofi protègent contre des maladies qui ne sont pas forcément des maladies infantiles. Et ça m'aurait gêné de devoir le faire. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va parler de ce passeport proposé par certains députés. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Et nous parlons donc de ce vaccin, de cette campagne de vaccination qui va commencer. On apprend, c'est Adrien Jeanne de LCI qui a tweeté que Brigitte Macron avait été testée négative mardi avant d'aller visiter un hôpital. Donc elle n'est visiblement pas contaminée. Et alors ça ne va pas dans le sens positif, mais je voulais quand même signaler cet article qui paraît dans Paris Match, signé Anne Jouan, c'est une enquête, Anne Jouan et Anne-Sophie Le Chevalier, qui nous apprend donc que c'est une start-up versaillaise qui va faire le tri des déclarations d'effets indésirables des vaccins. C'est vraiment à lire, c'est une enquête qui pose encore des questions et qui sur la façon dont le gouvernement gère ça. C'est une externalisation d'une tâche qui est tout à fait cruciale, dit Paris Match, et qui fait grincer certains centres de pharmacovigilance, parce que le premier des griefs, c'est que c'est le choix d'une entreprise privée qui n'a jamais publié le moindre article scientifique sur cette méthodologie. Le conseiller scientifique de cette société qui s'appelle Synapse s'appelle Jean-Marie Gers, c'est le père du coup start-upper, et il a été directeur médical dans l'industrie pharmaceutique chez Roche ou encore chez Servier. Donc c'est vrai que cette jeune entreprise va se retrouver avec un tas de données extrêmement sensibles, confidentielles,
des données de santé et qu'on a un petit peu de mal à comprendre encore une fois comment, ça rejoint un petit peu ce que disait Éric Vérac, comment l'État n'a pas les moyens aujourd'hui d'organiser ces choses-là sans externaliser, sans l'externaliser. Vous avez lu l'article, Virginie, ou pas ? Oui, et en fait, l'État, c'est comme une grosse chose un peu obèse et surnourrie qui se bouge extrêmement difficilement, qui s'adapte extrêmement difficilement. Et j'imagine que s'il a été choisi d'externaliser, c'est que ça n'a pas été possible de le faire en interne, qu'il n'y avait pas les structures, qu'il n'y avait pas le matériel, qu'il n'y avait pas les données, qu'il n'y avait pas les logiciels, et que ça ne fait que confirmer dans le fond ce que je pense, c'est-à-dire que la machine de l'État est surnourrie, elle est surimposante, mais du coup, elle manque totalement d'agilité, de rapidité. Et franchement, depuis le début de cette pandémie, je trouve que là, on n'en a jamais eu la réponse la plus éclatante que maintenant. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, il ne se passe rien parce que l'urgence, ce n'est pas un concept de la fonction publique. Éric Vérac, je vous vois sourire. Oui, parce que ça me rappelle une anecdote, mais qui en dit long, puisque vous savez que je suis fondateur d'une start-up qui s'occupe un peu de santé. Et l'un de mes développeurs avait été sollicité par le ministère de la Santé il y a 3 ans pour mettre en place les mécanismes de protection, de sécurité du Open Health Data, c'est-à-dire du grand silo de données santé que le ministère prévoit. Et le ministère de la Santé lui a envoyé tout le descriptif du système, sans même le connaître, sans l'avoir vu. Et je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, c'est que la fonction publique a absolument raté le virage du numérique. Et qu'aujourd'hui, aucun haut fonctionnaire... Quand il sait se servir d'un mail, c'est déjà beaucoup. Moi, j'étais fonctionnaire. J'ai connu des hauts fonctionnaires qui imprimaient leurs mails pour les lire. Et je pense que ces gens-là sont complètement déconnectés de la révolution technologique qui a cours depuis une quinzaine d'années. Mais c'est vrai que... c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tant qu'on aura des directeurs, des sous-directeurs, des chefs de service qui ne comprennent pas le monde qui les entoure, eh bien, le président de la République, oui, je ne veux pas faire de partialité, le président de la République, je comprends qu'ils se disent mais je ne vais pas confier aux dinosaures la gestion de cette affaire. Parce que... mais à lui de faire bouger le dinosaure, enfin, voyons. Alors, le sujet, c'est qu'en effet, Emmanuel Macron, un article du Figaro faisait le point ce matin sur la réforme de l'État, Emmanuel Macron n'a absolument pas bougé ses hauts fonctionnaires. Aujourd'hui, il a renommé des gens. Oui, bien sûr. C'est que la haute fonction publique est un blocage à ça. Et je comprends qu'à un moment donné, on se dise, bon, j'ai le père d'un copain qui a son fils fait ceci, fait cela, on va leur fourguer le bidule parce que ce sera mieux fait que si ça ira plus vite. Oui, c'est ça, ça ira plus vite. Mais c'est vrai que c'est hallucinant. Comprends, on est entre Caraïbes et Scylla. Ce qui me gêne en effet, je suis d'accord avec Virginie, c'est qu'il n'y a pas de décision politique pour dire ça ne peut plus durer. Maintenant, même pas de volonté, on se protège les uns les autres. Tous ceux qui ont dirigé l'État depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron sont tous issus de cette fonction publique. Et finalement, c'est un grand corps de copains qui se disent, quand ils sont dans l'opposition, quand ils ne sont pas au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. Et une fois qu'ils y sont, il ne se passe plus rien parce que tout le monde s'entend très bien. On n'en sortira pas par des mesures consensuel. Non, absolument. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Non. Je disais ce matin qu'on en était à 46 ministres et secrétaires d'État. Il racontait une scène, je crois que c'est dans le Figaro, dans le Parisien, une scène d'une secrétaire d'État que personne ne connaît. Mais là encore, il y avait une promesse au début du quinquennat comme d'habitude, de réduire la parité. Ça a été tenu. La parité, la parité et la réduction. Enfin, on en est à 46. 46, on en connaît combien sur les 46 On n'a pas fini, à mon avis. Ouais, on n'a pas fini. Alors, faut-il un passeport vaccin ? Plusieurs parlementaires ont fait des propositions qui vont dans ce sens. C'est une députée UDI qui a suggéré d'octroyer à chaque personne vaccinée un passeport vert, un document donc, qui permettrait de se rendre dans les lieux de culture, de restaurants et de retrouver une vie normale. Alors, ça a déjà été testé en Israël. Évidemment, ça va poser un certain nombre de questions. C'est une manière déguisée de le rendre obligatoire si on veut pouvoir circuler. Thomas, vous en pensez quoi ? Et puis je pense que oui. Je vous avoue que j'ai découvert en venant dans votre émission cette proposition parce que pour moi elle était passée sous les radars. Je pense que les députés de la République En Marche, en ce moment, au regard de l'état et de la situation du pays, ils ont certainement d'autres propositions de loi à faire que celle de mettre en place un passeport vert pour circuler. Et je pense que c'est pour moi pas la priorité. On est dans un pays aujourd'hui où parce qu'on n'a pas parlé des questions économiques, on a des millions de jeunes qui sont en train de crever à la gueule ouverte. On a des millions de plans sociaux. Vous avez parlé tout à l'heure d'une plateforme qui est en train de pas fournir de l'argent aux restaurateurs. Donc je crois qu'on a d'autres priorités que celle de donner un passeport vert. Ça peut faire partie d'une stratégie de santé. Une stratégie de santé.
mais ça fait aussi, ça pose la question de à qui on va le confier, de la maîtrise des données. Il y a plein de choses derrière, encore une fois, qui est posée par cette question. Ouais. Geneviève, vous pensez que c'est une bonne idée? C'est pas forcément une mauvaise idée. Enfin, je vois pas pourquoi on l'a. C'est une manière déguisée de rendre le vaccin obligatoire. C'est que vous dites, si je veux pouvoir aller au restaurant, au cinéma, il va falloir ou voir ma grand-mère. Si les restaurants restent fermés, si l'alternative c'est que les restaurants restent fermés, les musées restent fermés, les salles de cinéma restent fermées, si on les rouvre pour les personnes dont on est certain qu'avec elles le virus ne circulera pas, pourquoi pas? Alors évidemment, ça va être une incitation à la... Pardon, mais c'est pas le cas du vaccin. Si j'ai bien compris ce qu'on dit de ce vaccin, il protège celui qui s'est fait vacciner. Il n'empêche pas de contaminer les autres. Il n'empêche pas de contaminer, Donc je ne comprends pas cette proposition, elle est absurde. Si ce vaccin ne prévient pas la contamination, à quoi ça sert d'avoir un passeport dans lequel on dit qu'on s'est fait vacciner? Eric, vous n'irez nulle part, vous n'êtes pas vacciné. Je suis déjà banni, donc vous êtes déjà... Je voudrais rappeler sur ce point qu'il y a... Mais vous êtes toutes trop jeunes sur le plateau, mais il y a une trentaine d'années, lorsque Jean-Marie Le Pen a dit qu'il fallait enfermer les sidéiques, il y a eu un tollé et un scandale général, à juste titre. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer que la vie sociale devrait être réservée à des gens qui ne sont pas malades. Mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Ça s'appelle de l'apartheid, rien d'autre. Et à un moment donné, il faut mesurer la dégradation de l'esprit de liberté dans la société française en comparant ce qu'avait été la réaction de Jean-Marie face aux propos de Jean-Marie Le Pen appelant à isoler les malades et cette espèce de banalisation de la proposition qui est faite aujourd'hui par des gens qui se prétendent défenseurs de la démocratie. Je ne sais pas si on mesure l'état de dégradation de l'esprit de liberté dans les élites françaises qui est quand même ahurissant. Eric, vous conviendrez quand même que pour aller dans certains pays, il faut être vacciné et qu'on est obligé de se vacciner avant de partir dans certains pays. C'est pas une absurdité. Vous avez dû le faire vous-même dans votre vie. On est obligé de se faire vacciner contre la fièvre jaune quand on va dans certains pays. Enfin, c'est une vieille habitude qu'on a tous. Quand il s'agit de passer les frontières, on peut éventuellement le plaider. Moi, puisque vous m'interpellez, je vais dans les pays du tiers-monde, je subis les vaccinations obligatoires, je ne prends pas d'hydroxychloroquine pour me protéger du paludisme. Et je ne l'attrape pas. J'ai de la chance, je croise les doigts. Croisez les doigts. C'est une sorte de surhomme. On met en place un certain nombre de mesures, je comprends, mais qu'on organise la société en distinguant ceux qui sont malades et ceux qui sont sains, mais ça fait froid dans le dos. Oui, mais c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je suis contre. Laissez-moi la liberté d'être contre. Je suis d'accord, mais c'est ce qui est en train de se passer. Virginie a totalement raison. Je ne souhaite pas que ma fille grandisse dans un monde aussi horrible. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que des gens qui passent leur temps à nous expliquer qu'il faut respecter la diversité, qu'il faut une société plus inclusive, qu'il ne faut pas faire de discrimination, sont aussi les premiers à dire « oui, mais en fait, pour les malades, là, on pourra en faire ». C'est totalement ahurissant. Enfin, cette hypocrisie morale qui consiste à parler d'inclusion en permanence de toutes les minorités, mais en même temps à proposer en permanence des clivages, est totalement ahurissant. Mais on parle de malades, on les isole. On les isole. On demande de s'isoler quand on est malade. Donc c'est pas de l'apartheid. On commence par le coronavirus. On n'est même pas en train de dire on va s'assurer que les gens ne sont pas malades. Le passeport vert sera donné à des gens qui auront été vaccinés, sans savoir s'ils contaminent ou pas. Et on va continuer par quoi? On va dire, les gens qui ont la grippe, ils sortent plus. Et puis les gens qui ont une angine, ils sortent plus. Et les gens qui ont une bronchite, ils sortent plus. Mais attendez, cet hygiénisme, moi, quand j'étais petit, on apprenait que c'était dans l'Allemagne des années 30. Mais dans la France de 2020, j'en veux pas. Est-ce que je vous ferais de la peine si je vous disais que vos comparaisons sont légèrement outrancières? Oui. Un petit peu quand même. Pourvu qu'elles restent outrancières. Ce que je trouve, c'est qu'au fil du temps, elles deviennent de moins en moins outrancières. Mais non, il ne faut pas qu'elles soient outrancières. Thomas, vous pensez que ça empiète sur nos libertés que de se faire tester, contrôler Je pense qu'il faut. Rapprochez-vous du micro. Il faut effectivement regarder par rapport à l'efficacité du dispositif. Mais tout à l'heure, on parlait du nombre de doses disponibles. Si aujourd'hui on met un passeport et qu'on n'a qu'1 million de doses disponibles, ça va être un autre problème. Moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait une vaccination généralisée, puisqu'on sait que pour que le vaccin soit efficace, il faut 90-95% d'une population à l'échelle territoriale qui soit vaccinée. Et il faudra continuer, je partage ce qui a été dit, à mener les gestes barrières. C'est pas parce qu'on est vacciné qu'on va enlever le masque et ne plus se laver les mains. Il faudra continuer à avoir
avoir tout ça à deux paires. Donc, moi, je trouve que cette proposition, elle n'est pas du tout pertinente. Et, elle me surprend un peu. Ce que je dis tout à l'heure, au regard de l'urgence de la situation, on a quand même d'autres choses à réfléchir penser, que la mise en place d'un passeport. Oui, mais ça fait partie de propositions qui sont faites par les députés, qui passeront pas forcément, mais qui, en tout cas, ce que disait Geneviève Gotzinger tout à l'heure, peuvent faire partie d'une réflexion sur une immunité générale. Mais vous avez raison. Elle est absurde. Si le vaccin ne protège pas de la contamination, c'est totalement absurde. Absolument. Pardon de le dire et de le redire. Les médecins ne cessent de dire que dans l'état actuel de ce qu'ils savent de ce vaccin, il ne protège pas de la contamination. Donc à quoi ça sert d'avoir un passeport si on est vacciné, et à quoi ça sert de se balader partout si on contamine? Là, franchement, je ne comprends pas. Bon, alors on apprend dans Le Point que le président de la République a organisé un dîner hier soir avec une dizaine de ténors de la majorité. Jean Castex, donc évidemment, également Stanislas Guérini, Richard Ferrand qui se met également à l'isolement, François Bayrou, Patrick Mignola, Alexis Collère, Stéphane Séjourné et Thierry Solaire qui sont à l'Élysée, et le conseiller politique Pierre Herrero. Donc tous ces gens-là étaient à table. Si je compte bien, il y avait plus de 6 personnes. Il y avait plus de 6 personnes. Il n'y avait pas de couvre-feu. Et le couvre-feu à 20h ne concerne pas l'Élysée, visiblement. Non, mais vous avez aussi le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui est cas contact, qui vient de se mettre à l'isolement. Oui, mais lui, il est positif, il n'est pas cas contact, le président de la République. Donc tous ces gens-là qui étaient plus de 6, effectivement, alors, on peut imaginer qu'il y a eu 2 tables, qu'ils étaient chacun à un bout. On ne sait pas, mais en tout cas, on va... Ils ont gardé le masque. Ils ont peut-être gardé le masque en mangeant, c'est ça ce que vous dites? Oui. Bien sûr. Donc le couvre-feu ne les concerne pas. Non, le couvre-feu. Le chiffre de 6 les concerne mais pas. Ils ont peut-être tous dormi. Ils ont peut-être tous dormi à l'Élysée. Oui, sûrement. Xavier, un auditeur nous dit c'est le moment d'un coup d'État. Oui. Sur des petits futons, c'est l'heure de Gérard Larcher. Oui, Gérard Larcher y pense. Allez, on se retrouve dans un instant et on va parler de cette proposition, enfin pas cette proposition, de cette décision du maire de Valence. J'ai dit Valenciennes tout à l'heure, je me suis trompée, de Valence, et qui a décidé de supprimer un certain nombre d'allocations aux familles de délinquants. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Geneviève Gotzinger, Thomas Porte, Virginie Leguet et Éric Verhaeghe. Faut-il supprimer les aides sociales pour les familles de délinquants? C'est le maire LR de Valence, dans la Drôme, qui dit vouloir taper là où ça fait mal. Et c'était lors du conseil municipal lundi dernier qu'il a décidé de supprimer une partie des aides sociales aux familles de délinquants. Ce maire s'appelle Nicolas Daragon et il dit qu'il veut restaurer un peu d'autorité. Il dit que c'est pour responsabiliser les familles de ceux qui nuisent à leur quartier et à leur voisinage. Donc responsabilisation ou double peine, comme le disent certains. En fait, ça concerne les aides à la cantine, l'achat de tickets de transport, les chèques sport et culture qui seront désormais supprimés si un des membres de la famille a été condamné pour trouble à l'ordre du public et s'il fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Et j'entendais hier le maire de Poissy, Carl Olive, qui disait qu'il était favorable à ce type de décision. Donc c'est pas supprimer toutes les allocations familiales, mais supprimer un certain nombre d'aides. Virginie. Ça ne touche pas aux aides de la CAF, ça ne touche qu'aux aides qui sont les aides qui sont municipales. Voilà, exactement, les aides sur lesquelles la mairie a pouvoir. Je rappelle que c'est une proposition qui circule dans les rangs de la droite et de l'extrême droite depuis un moment. Il me semble que ça a été décidé à Rieux-la-Pape il y a 2 ans et qu'il y a un certain nombre de maires qui l'expérimentent. Est-ce que c'est efficace? Franchement, je me pose la question. Est-ce que supprimer les aides que toucheraient les parents, parce qu'il s'agit bien de ça, c'est les parents, empêcherait les enfants ou les adolescents sur lesquels les parents n'ont pas toujours barre de continuer à faire ce qu'ils ont décidé de faire? Je ne suis pas sûre. Et est-ce que ça ne ferait pas qu'accentuer le décrochage de ces familles? Franchement, je me pose la question. Oui, c'est la question effectivement que tout le monde se pose. Est-ce que le fait de supprimer ce type d'aide, Thomas? Vous doutez bien de ma position. Je pense que c'est la double peine. Et si on avait retiré toutes les aides au parti Les Républicains pour tous les gens qui sont impliqués dans des affaires et qui n'ont pas respecté la loi, je pense qu'il n'y aurait plus beaucoup d'argent public dans ce parti. Donc c'est une décision qui effectivement circule dans l'idéologie de la droite et de l'extrême droite. Maintenant, on va empêcher la petite sœur d'aller manger à la cantine parce que le grand frère a fait une bêtise ou parce que la grande sœur a fait une bêtise. Je crois que la réponse, c'est pas celle-là. C'est au contraire d'avoir une dimension sociale et humaine et de recréer les conditions
qui est dans ces quartiers-là un vivre ensemble qui soit respecté. Et donc là, on va créer la double peine, on va stigmatiser des populations. Donc c'est une idée qui est absolument scandaleuse. Je trouve hyper réactionnaire parce que c'est on montre du doigt des gens. Effectivement, ça a été dit, des fois des parents n'ont pas de prise sur le comportement des enfants. Donc on va pénaliser encore une fois les populations les plus précaires. Ce maire a pris cette décision après des violences urbaines dans sa ville. Donc ça veut dire que la police est impuissante. Ça veut dire que mais de quels moyens dispose la police dans sa ville? Il faut aussi poser ces questions-là derrière. Il n'y a pas qu'une réponse en supprimant les aides. C'est qu'est-ce qu'il y a comme service public? Qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour créer de l'emploi pour des jeunes? Qu'est-ce qu'il y a comme police de proximité? C'est un problème sociétal derrière. C'est pas un problème de sanctions et de réduction des aides. Police de proximité qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Mais on voit quand même tourner sur les réseaux sociaux des vidéos de très jeunes ados qui caillassent les voitures de police, qui mettent le feu à des voitures, ce qui s'est passé dans sa ville. Non mais je vous ai pas dit qu'il fallait pas de sanctions judiciaires sur les personnes qui commettent des actions et des faits de délinquance. C'est pas ça le sujet. Il y a quand même des contreparties à l'autorité parentale. Ces contreparties, c'est quand même d'élever ses enfants, de les entretenir, l'éducation, la sécurité. Enfin bon, ça c'est juste des obligations légales. Après, moi je suis d'accord avec Virginie. La vraie question c'est est-ce que c'est efficace? Et franchement, moi non plus, je suis pas certaine de ça. Je suis pas du tout certaine de ça. Bon. Parce que taper au porte-monnaie, ça peut aider des gens à prendre conscience. Parce que si c'est les tickets de transport, les chèques sport et culture, c'est-à-dire qu'on supprime des choses qui peuvent être justement apporter quelque chose d'un peu différent dans le quartier. Je sais pas, Éric Vérague. Aux petits frères, aux petites sœurs de ces délinquants. Donc c'est eux qu'on va toucher. Éric Vérague. Je suis pas certaine de l'efficacité de la chose. Moi, je crois qu'on tourne. Alors, je veux dire, je suis ni pour ni contre cette mesure parce que d'abord, je pense que dire on va taper sur les chèques cantine, c'était quand même très compliqué humainement d'abord. C'est chèque vacances, En effet, je crains que ça ne pousse les gens à faire à trouver des solutions illégales pour se nourrir. Mais j'ai pas d'avis tranché sur la question. Non, parce qu'on ne sait pas. C'est Virginie qui a bien posé la question. C'est quelle efficacité réelle ça a pas de sens. Dans mon quartier, vous savez que j'habite un quartier pauvre. Dans mon quartier, j'entends régulièrement des gens dire France pays de merde, mais en même temps être bien content de profiter de l'hôpital, du machin, du truc. Donc qu'on dise à un moment donné, il faut responsabiliser les gens. Et il faut leur dire, attendez, vous ne pouvez pas en permanence être dans une forme de nihilisme, parce que c'est une forme de nihilisme, et profiter du système. Ça, si vous pensez que ce pays est nul, ne lui demandez rien. Moi, je trouve que poser la question de la responsabilisation n'est pas une façon absurde. Maintenant, il faut quand même bien tous constater que nous sommes démunis face aux phénomènes qui arrivent et qui dépassent la simple petite délinquance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une rupture avec certains quartiers qui ne se sentent plus comme faisant partie de la République sous toutes ses formes. Dans lesquels, d'ailleurs, les pouvoirs publics ne pénètrent plus. Dans lesquels les pouvoirs publics peinent à pénétrer et on pourra y mettre tout l'argent qu'on voudra. En réalité, le sujet, c'est un sujet d'intégration. Et l'intégration, c'est pas qu'une question de moyens financiers. C'est très rassurant pour les bons bourgeois de gauche de dire on va mettre de l'argent, ça va être réglé. Ça nous évite d'aller dans les quartiers de traiter les problèmes. C'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Et on voit le désastre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est-ce qu'on a envie de porter des valeurs d'intégration aujourd'hui et de dire aux jeunes qui arrivent, la France, c'est pas que des magasins de luxe sur le boulevard Saint-Germain auxquels vous n'avez pas accès, c'est autre chose, être français, que ça, et que rêver de ça. Et la France, c'est pas avoir une Rolex à 50 ans pour se sentir français. Et là-dessus, l'idéologie très cynique, si vous voulez, qui a été portée par Nicolas Sarkozy, a fait beaucoup de mal, parce que pour beaucoup de jeunes, ça a été être français, c'est avoir une Rolex, sinon on n'est rien. Ce qu'un Macron a redit à sa façon. C'est Jacques Séguéla qui avait dit ça. C'est Séguéla. Mais cette idéologie très caviar, elle a fait beaucoup de mal. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un sujet qu'on ne pourra pas éviter, face auquel on est démunis aujourd'hui, mais je suis convaincu que les solutions vont venir, qui est qu'est-ce qu'on dit aux jeunes
pour qu'ils se disent que la France est une chance pour eux. Et j'entendais sur votre antenne une intervention sur Maître Gims, qui est congolais, et qui dit, moi je suis arrivé sans rien dans ce pays, il m'a donné une chance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein d'immigrés en France, et d'immigrés de fraîche date, qui disent... Ils sont reconnaissants. Quelle chance d'être français. Ouais. Et qui ne se disent pas, alors que Maître Gims dit, mais moi je n'ai pas senti de racisme en France. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a bien quand même une fraction de gens issus des quartiers ou de milieux difficiles qui sont capables de dire être français c'est une chance. Ce qu'il faut, c'est qu'on parvienne à faire boule de neige sur ce discours. Mais c'est toute la problématique, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est toute la problématique, effectivement. Arriver à créer une communauté nationale dans laquelle tout le monde se sente bien, c'est une problématique absolument énorme, gigantesque. J'ajouterais une chose, c'est que commune et partagée. Il s'agit souvent de mineurs, et que les mineurs en France, et c'est d'ailleurs souvent des mineurs qui sont utilisés par les plus âgés pour commettre ce qu'on appelle maintenant des incivilités, qui parfois sont beaucoup plus graves que des incivilités, et que les mineurs en France échappent assez facilement aux sanctions judiciaires, et que c'est encore plus compliqué de répondre à ça. Non, mais la question, je trouvais que c'était intéressant d'en débattre. Parce que la question que vous avez posée dès le départ, c'est l'efficacité de ces sanctions. Voilà. Écoutez, merci à tous les quatre. Merci pour ce débat passionné. Dans un instant, écoutez l'émission d'André Berkoff, Éric Verhaeghe. Ça concerne la Chine qui, en 20 ans, a pénétré nos institutions et nos grandes entreprises. Didier Léchy est là. Non, voilà. Donc, c'est à suivre avec André Berkoff. À demain. Très bonne journée sur Sud Radio.